La réaction immédiate face à la trahison est de vouloir rendre le coup, de chercher cette justice qui semble urgente et nécessaire. Mais te donne-t-elle vraiment du pouvoir de répondre par la même monnaie ou te lie-t-elle davantage à la blessure? La vérité est inconfortable. Tant que tu continues à alimenter le ressentiment, tu donnes à celui qui t'a blessé le contrôle sur ton état mental. La plupart des gens passent leur vie à traîner ce poids, déguisant leur douleur par une vengeance qui ne satisfait jamais. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à gouverner ce mécanisme interne qui décide si tu deviens esclave de tes émotions ou maître de ton propre destin. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de choisir consciemment ce qui mérite ton énergie. Lorsque tu cesses de réagir par impulsion et que tu pratiques l'autocontrôle, la balance penche en ta faveur. Celui qui t'a blessé perd de l'influence et tu retrouves ta dignité. Tu n'es pas ce que l'on te fait, tu es ce que tu choisis d'en faire. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline sous pression. L'indifférence, bien comprise, est un bouclier qui te protège du coup psychologique de la vengeance. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne. La véritable victoire est de guérir, d'avancer et de laisser derrière soi ceux qui ont tenté de fracturer ton caractère. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 leçons qui transforment la blessure en force, le ressentiment en liberté. Car la paix intérieure est la seule revanche qui compte vraiment. 1. Maîtrise ta réaction, reprends ton pouvoir. Tu n'es pas une marionnette des émotions que les autres provoquent en toi. C'est aussi simple que cela. Si tu continues à réagir chaque fois que quelqu'un te blesse, tu te traînes dans la boue qu'ils ont eux-mêmes créée et tu deviens, sans t'en rendre compte, l'esclave de leurs actions. Ce besoin de répondre, de rendre le coup, de revendiquer la justice de force est le mécanisme parfait pour perdre le contrôle de ta vie. Demande-toi si tu veux vraiment que celui qui t'a fait du mal continue à avoir ce pouvoir sur toi. Parce qu'à chaque fois que tu choisis d'exploser de colère, que tu te laisses emporter par le ressentiment ou le désir de vengeance, tu remets les clés de ta paix mentale. Ne te trompe pas, la réaction impulsive n'est pas du courage, c'est de la faiblesse déguisée en bravoure. La vraie force est celle qui ne se voit pas, celle qui décide de ne pas bouger face à la provocation, celle qui soutient le regard et ne se rabaisse pas au niveau de celui qui agit sans contrôle. La plupart justifient son manque de maîtrise de soi en blâmant les autres. Il m'a provoqué. Je ne pouvais pas laisser passer. Si je ne réponds pas, je parais faible. Des mots vides pour déguiser un problème interne. L'incapacité de se maîtriser soi-même. Chaque excuse que tu répètes est un investissement dans ta propre médiocrité émotionnelle. Tu t'accroches à ces phrases parce qu'elles sont confortables, parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de prendre la responsabilité de tes réactions. Mais la vérité, même si elle fait mal, est que toi seul décides quel impact quelque chose a sur ton esprit. Personne d'autre. Chaque réaction automatique est une fracture dans ton caractère, une preuve que tu n'as pas encore fait le vrai travail. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, il s'agit de ne pas laisser celles-ci prendre le contrôle et définir qui tu es. Apprendre à te contenir, à filtrer ce que tu reçois et à répondre seulement quand cela a du sens est l'entraînement mental qui sépare les forts de ceux qui ne font que prétendre l'être. Beaucoup croient que l'indifférence est de la froideur, mais l'indifférence consciente est une déclaration de pouvoir. C'est te refuser à payer la dette émotionnelle que les autres veulent t'imposer. C'est regarder l'offense en face et la laisser tomber d'elle-même, sans la porter, sans la laisser s'accumuler comme un poids inutile sur ton dos. Tu n'as pas besoin de rendre le mal pour prouver ta valeur. En fait, le faire ne fait que confirmer que tu es piégé dans le même cycle toxique qui t'a blessé en premier lieu. L'autocontrôle est la véritable victoire, car il prouve que rien ni personne ne peut déplacer tes fondations internes sans ta permission. C'est la liberté que nous poursuivons et que si peu osent conquérir. Tu n'es pas obligé de porter les attentes des autres, ni de réagir pour satisfaire ton propre ego blessé. Chaque fois que tu choisis le calme et l'autocontrôle,
tu reprends un peu plus du pouvoir qu'on a essayé de te ravir. Ne confonds pas la passivité avec la paix. Ta décision de ne pas répondre n'est pas de la soumission, c'est un contrôle total sur toi-même. Le succès, le dépassement de soi et la tranquillité d'esprit sont le coup le plus fort que tu puisses porter, car ils montrent que tu n'as pas seulement survécu à la blessure, mais que tu l'as utilisée pour grandir. N'oublie pas ceci, celui qui parvient à contrôler sa réaction contrôle son destin. Ta paix n'est pas négociable. Ton pouvoir ne se discute pas. 2. Choisis l'autocontrôle plutôt que la colère. La colère ne te rend pas plus fort, elle te rend plus prévisible, plus facile à manipuler, plus vulnérable que tu ne veux l'admettre. Cet élan de vouloir rendre le coup, de hausser la voix et de revendiquer ta position est le reflet automatique d'un système nerveux qui n'a jamais appris à attendre. La réalité est inconfortable. Grandir, c'est apprendre à supporter l'inconfort de l'injustice sans permettre qu'elle te transforme en ce qui t'a blessé. Beaucoup se disent que exploser, crier, exiger est la bonne chose à faire. Ils appellent cela authenticité. Ils appellent cela dignité. Mais au fond, c'est de la peur déguisée. Peur de paraître faible, peur de perdre le contrôle, peur de se regarder dans le miroir et de ne pas reconnaître qui prend les décisions. L'autocontrôle commence par une renonciation brutale. Cesser de justifier tes accès de colère et accepter que la fureur, bien que momentanément agréable, est un piège qui t'attache à la douleur subie. Si tu prends un moment pour observer ce processus interne, tu te rends compte que la colère est une réaction automatique, pas un choix conscient. C'est la somme de vieilles blessures, de croyances installées sans filtre, d'habitudes émotionnelles que tu as apprises quand tu ne savais pas te défendre autrement. Le désir de vengeance apparaît parce que le cerveau veut restaurer l'équilibre, mais en réalité, il ne fait que perpétuer le cycle de la douleur. Chaque fois que tu choisis de réagir avec colère, tu renforces une identité fragile, une qui dépend du conflit pour se sentir vivante. L'autocontrôle, en revanche, est la décision de ne pas alimenter cette identité. C'est le muscle qui se renforce lorsque tu laisses passer l'insulte, lorsque tu ne réponds pas à la provocation, lorsque tu choisis de te soucier de ton propre bien-être, au lieu de donner ton énergie à celui qui t'a blessé. Rien n'est plus difficile que de se contenir lorsque tout en toi exige d'exploser. Mais là réside la différence. L'autocontrôle n'est pas de l'insensibilité, c'est la maturité émotionnelle. C'est savoir que tu peux ressentir sans agir sous l'emprise de l'émotion. C'est la capacité de t'observer au milieu de la colère et de ne pas permettre à cet état de définir tes paroles ni tes actes. Beaucoup confondent l'autocontrôle avec la répression. Ils croient qu'il s'agit d'annuler ce qu'ils ressentent, de le cacher sous un masque de calme factice. Mais la réalité est différente. La maîtrise de soi ne nie pas la douleur, elle la gère. Elle la reconnaît, la respire, la laisse être sans permettre qu'elle contamine le présent. C'est une gestion consciente, un filtre qui te protège de la réaction impulsive et te permet de répondre depuis un endroit plus ferme. La colère que tu ne contrôles pas te rend otage de ton propre passé. Celle que tu apprends à canaliser se transforme en énergie pour avancer. C'est pourquoi la véritable liberté émotionnelle n'est pas de ne pas ressentir de colère, mais de ne pas lui obéir aveuglément lorsqu'elle apparaît. L'autocontrôle est ton bouclier. Personne ne peut te prendre ce que tu choisis de ne pas donner. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne lorsque tu te contrôles. Il n'y a pas de trophée à gagner dans une bataille de cris, ni de médaille pour avoir le dernier mot dans une discussion. Il y a quelque chose de bien plus précieux. La tranquillité de savoir que tu n'as pas perdu ton essence dans la tentative de prouver ta force. Laisse les autres tomber dans le jeu de la provocation. Choisis la discipline intérieure. Chaque fois que tu contrôles ta réaction, tu te libères un peu plus des chaînes invisibles que d'autres essaient de te mettre. La colère n'est utile que lorsqu'elle sert de signal qu'il y a une limite que tu dois renforcer, pas comme excuse pour te perdre toi-même. Tu décides si ta vie est une réaction en chaîne ou une construction délibérée.
La plus grande vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. La véritable force est l'autocontrôle. 3. Protège ton énergie de ceux qui te blessent. Tu entres dans le bureau où tu ouvres le chat de groupe et voilà le commentaire que tu n'as pas demandé. La pique qui vise exactement là où ça fait mal. L'attitude passive-agressive qui cherche à s'immiscer sous ta peau. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça arrive dans n'importe quel environnement. Quelqu'un lance une phrase chargée, un geste de mépris, une blague qui renferme du poison. Ta réaction immédiate est de ressentir ce coup au ventre, cette tension dans la poitrine, ce besoin de te défendre ou de répondre. Mais si tu t'arrêtes et analyses ce qui se passe à cet instant, tu vois qu'il y a un mécanisme automatique. Le commentaire arrive, ton corps réagit, l'esprit interprète et surgit l'impulsion de répondre ou de te venger. C'est ici que la plupart tombent encore et encore, sans remettre en question le processus. Il s'agit d'une chaîne de stimulus et de réponses si ancrée qu'elle semble naturelle, alors qu'en réalité, c'est une construction mentale que tu peux déconstruire. La première erreur est de croire que l'énergie que tu dépenses en répondant à celui qui te blesse est inoffensive, comme s'il s'agissait seulement de quelques minutes de colère. Mais ce n'est pas le cas. Chaque réaction, chaque explication inutile, chaque fois que tu permets à l'autre de définir ton état émotionnel est une fuite d'énergie. Ces petites pertes s'accumulent et finissent par drainer ta vitalité, altérer ton humeur et contaminer ta journée. Si tu l'analyses froidement, réagir face à chaque provocation est comme ouvrir un compte bancaire commun avec tes agresseurs émotionnels. Chaque fois que tu te fâches, tu fais un dépôt en leur nom et tu te retrouves dans le rouge. Tout ce qu'on te lance ne mérite pas une réponse. C'est la première ligne que tu devrais graver dans ton esprit. Au fond, protéger ton énergie est une question de stratégie mentale. Cela ne signifie pas ignorer tout, ni devenir un robot sans émotion, mais reconnaître quelles batailles méritent ton attention et lesquelles ne font que perpétuer le même cycle d'épuisement. Quand quelqu'un te blesse, ton ego exige une réparation immédiate. Mais si tu cèdes, tu deviens l'otage de chaque mot d'autrui, toujours sur la défensive, toujours à l'affût de la prochaine offense. Le premier pas est d'observer le processus à froid. Identifier à quel moment ton énergie se détourne vers le ressentiment, la justification, l'explication devant celui qui ne veut pas comprendre. Demande-toi, que gagnais-je à répondre? La plupart du temps, la réponse honnête est rien. Ou pire encore, tu perds plus que tu ne l'imagines. La protection de ton énergie commence par le filtrage. Il y a des commentaires qui ne méritent même pas d'entrer dans ton système de croyance. Tout ce qui se dit sur toi n'est pas vrai. Tout ce que les autres pensent ne définit pas ta valeur. Chaque fois que tu laisses passer une provocation sans t'engager, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Il s'agit d'entraîner l'esprit à distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu dois simplement laisser partir. Tu n'es pas responsable du poison que les autres choisissent de consommer, mais tu es responsable de la quantité d'espace que tu leur permets d'occuper dans ton esprit. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Ne la donne pas par réflexe. Analyse les conséquences. Lorsque tu réponds à la blessure, tu peux gagner une sensation momentanée de soulagement, même de supériorité. Mais le coût est ta paix à long terme. En revanche, lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu peux ressentir de l'inconfort au début, mais tu gardes quelque chose de bien plus précieux. La certitude que c'est toi qui décides comment le monde t'affecte et non l'inverse. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'apprendre à filtrer ce qui mérite ton attention. L'autocontrôle est le filtre qui sépare l'urgent de l'important, ce que tu dois gérer de ce qui ne sert qu'à te voler ton énergie. La véritable protection de ton énergie est silencieuse, invisible pour ceux qui cherchent à te provoquer. Ce n'est pas une indifférence vide, mais une décision délibérée de ne pas céder le contrôle de ton état intérieur. Ceux qui insistent pour te blesser n'y parviennent que si tu leur ouvres la porte et leur sers ton énergie sur un plateau. Tout est une question de pratique consciente, d'anticiper le mécanisme et de décider chaque jour à qui tu permets d'occuper de l'espace en toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de te protéger.
Cela définit ta force. 4. Fais de l'indifférence ton bouclier. Un mur de verre sépare deux pièces. D'un côté, le tumulte, gestes crispés, mots qui rebondissent avec du poison, regards qui cherchent à blesser. De l'autre côté, un espace calme, silencieux et lumineux, où chaque son arrive atténué, incapable de franchir cette limite invisible. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence consciente. Ce n'est pas un mur de pierre, mais un filtre transparent qui laisse tout passer, mais ne permet à rien de te toucher sans ta permission. Tu peux voir les provocations, tu peux remarquer les tentatives de manipulation dans la posture de celui qui fronce les sourcils et attend ta réponse. Tu peux percevoir le poids de l'offense dans ses yeux qui cherchent une réaction, presque avec désespoir, car leur jeu ne fonctionne que si tu l'acceptes. Mais te voilà, de l'autre côté du verre, sans offrir le moindre geste de colère, sans changer le rythme de ta respiration, sans bouger un muscle de plus que nécessaire. L'indifférence est cet art silencieux de regarder sans absorber, d'entendre sans charger, d'être sans t'impliquer dans la bataille que d'autres veulent imposer sur ton territoire intérieur. Dans la pratique, cela signifie que, lorsque quelqu'un lance une phrase mordante ou une critique déguisée en conseil, ta première réaction n'est pas de te défendre ni de te justifier. C'est d'observer. Tu vois la tension dans ses mains, l'urgence dans sa voix, le besoin d'obtenir une réaction de ta part pour se sentir important. Mais ton visage reste serein, ton regard ferme et tranquille, comme si à l'intérieur, les mots avaient heurté une surface polie et glissante. Tu ne cèdes pas le contrôle de ton état intérieur, tu ne transformes pas cette provocation en centre de ta journée. Le pouvoir de l'indifférence consciente ne réside pas dans l'ignorance de l'existence du conflit, mais dans le choix délibéré de ce à quoi tu donnes ton attention. Cela se reflète dans de petits détails. Tu ne presses pas le pas, tu ne changes pas de ton, tu ne cherches pas de validation dans le regard des autres. Simplement, tu laisses l'émotion passer par ton esprit comme l'eau coule sur une surface cirée, sans laisser de traces ni de marques. Beaucoup confondent ce geste avec de la faiblesse ou de l'apathie, mais en réalité, cela nécessite une maîtrise féroce. Il est facile d'exploser, facile de tomber dans le piège de la réponse automatique, facile de rendre la blessure avec une autre blessure. Ce qui est difficile, c'est de garder son calme lorsque tout ton corps exige une revanche. Ce qui est difficile, c'est de maintenir la sérénité sans que l'effort ne se remarque, comme celui qui tient un verre rempli jusqu'au bord et ne renverse pas une goutte. Là se trouve la paradoxe. La véritable indifférence n'est pas froideur. C'est une décision active de ne pas laisser les autres te définir. C'est un muscle mental qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu restes entier face à l'attaque silencieuse des attentes des autres. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. C'est une phrase que tu devrais te tatouer dans l'esprit. Chaque jour, la vie te met à l'épreuve dans des scénarios où la provocation est presque un rituel. Discussions familiales, réunions de travail, rencontres sociales, pleines de compétitions subtiles. À ces moments-là, l'ego s'inquiète, le corps se tend, le sang semble demander justice. Mais si tu entraînes l'indifférence comme bouclier, tu commences à voir le mécanisme. Tu réalises que toute tentative d'offense n'est qu'une invitation à un jeu que tu peux refuser. Tu ne deviens pas de pierre, tu ne t'isoles pas. Simplement, tu choisis où dépenser ton énergie. Et même si au début l'indifférence dérange ceux qui cherchent à te blesser, peu à peu, ils apprennent qu'ils ne peuvent pas entrer dans ton espace mental si tu n'ouvres pas la porte. La plus grande déclaration de pouvoir n'est pas la réponse mordante, mais le silence qui n'a pas besoin de se justifier. Fais de l'indifférence ton bouclier. Ce n'est pas le vide ni l'absence, c'est la clarté. C'est la défense intérieure de celui qui ne gaspille plus sa vie dans des batailles étrangères, de celui qui préfère la paix réelle au faux triomphe d'une réaction. La plus grande victoire est de maintenir intacte ta sérénité lorsque tout autour de toi veut la briser. Ta sérénité est ta meilleure armure.
5. Grandis là où d'autres cherchent à te détruire. Je vais te le dire sans détour, personne ne veut l'admettre, mais il y a une part de toi qui espère voir tomber celui qui t'a blessé. Tu y penses, même si tu le nies. Tu souhaites, même en silence, que la vie lui rende la monnaie de sa pièce, qu'il reçoive une dose de son propre poison. C'est inconfortable de le reconnaître parce que ton orgueil veut le déguiser en justice. Mais au fond, c'est juste un besoin de vengeance, une fantaisie enfantine d'équilibre qui n'arrive jamais. Cet instinct est humain, mais c'est aussi une prison mentale. Car tant que tu restes obsédé par la blessure et par celui qui l'a causée, tant que tu passes tes journées à ressasser la trahison comme si cela pouvait changer le passé, tu restes bloqué exactement à l'endroit que l'on a choisi pour toi. C'est toi qui t'attaches à la version la plus limitée de toi-même, la victime qui ne sait que regarder en arrière, celui qui gaspille son énergie dans le ressentiment et remet à plus tard sa véritable croissance en attendant des excuses qui n'arrivent jamais. Il n'y a pas d'auto-illusion plus coûteuse que celle-ci. Les gens faibles se consument à chercher un moyen de rendre le coup. Ils s'accrochent à la colère parce que cela leur donne temporairement un sentiment de pouvoir, parce qu'il est plus facile de nourrir la haine que d'accepter la responsabilité de guérir. Ils passent leur vie à rivaliser contre des fantômes, mesurant leur valeur en fonction des blessures reçues. Sais-tu où cette course se termine ? Dans l'amertume, dans l'épuisement, dans la répétition infinie du même conflit sous de nouveaux masques. Si tu restes là, tu ne fais que permettre à celui qui t'a blessé de rester l'architecte de ton destin. Tu as fait de ta douleur une excuse, une ancre. Chaque jour que tu passes à attendre une réparation est un jour perdu pour ta construction personnelle. Il n'y a aucun mérite à être celui qui souffre le plus, ni à devenir le reflet de l'injustice que tu as vécue. C'est le piège. Rester petit là où d'autres ont voulu te voir réduit. L'alternative est brutale, car elle exige de l'honnêteté. Grandir là où d'autres ont essayé de te détruire. Il n'y a pas de gloire dans le ressentiment, pas de dignité dans la revanche. Le véritable acte de force est de te relever, non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour cesser d'être la somme de tes blessures. La croissance est inconfortable, car elle exige que tu cesses d'attendre une réparation externe et que tu commences à investir en toi, même si cela fait mal. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé, ni de nier ce que tu as ressenti, mais d'utiliser cette énergie que tu dépensais auparavant en plainte et en revanche pour construire quelque chose de propre, quelque chose qu'on ne pourra pas te ravir, même s'ils essaient. La croissance consciente est la réponse que personne n'attend, celle qui désarme ceux qui ont voulu te voir petit. Car rien n'incommode plus l'agresseur que de te voir avancer, que de réaliser qu'il n'a plus le moindre contrôle sur tes émotions, ni sur tes résultats. Tu n'as pas besoin de devenir martyr, ni héros de ton propre drame. Prends tes responsabilités. Si tu continues à attendre que le monde répare ce qu'il a brisé, tu ne fais que confirmer ton impuissance. La croissance est un chemin solitaire, oui, mais c'est aussi la seule route vers la véritable liberté. Chaque jour où tu choisis d'investir dans ta paix, dans ton apprentissage, dans tes objectifs, est un acte de rébellion contre ceux qui ont parié sur ta défaite. Tu n'es pas obligé de pardonner immédiatement, ni d'oublier la douleur, mais tu dois décider ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. Tu peux l'utiliser comme excuse pour rester bloqué ou comme carburant pour avancer. Il n'y a pas de juste milieu. La vérité est simple. Personne ne te doit rien. Attendre une réparation, c'est gaspiller ta vie. Choisis de grandir, même là où d'autres ont semé ta chute. Fais de ton progrès la seule réponse. Ton succès est ta conclusion. Ta paix est ta vengeance. Ne cherche pas de validation dans les décombres. Construis-toi un avenir si grand que le passé n'ait plus d'espace. La seule chose qui compte, c'est que tu ne restes pas là où on a voulu te voir détruit. C'est ça, le vrai pouvoir. 6. Laisse tomber le ressentiment. Cultive ta paix intérieure. Le ressentiment est une chaîne que tu te mets toi-même. Tant que tu restes accroché à cette blessure, à cette offense que tu refuses de lâcher, tu ne fais que nourrir un cycle qui t'épuise un peu plus chaque jour.
Le plus cruel dans ce mécanisme, c'est qu'il semble te donner du pouvoir. Le ressentiment te fait sentir alerte, protégé, comme si garder en mémoire chaque affront te maintenait à l'abri de futures déceptions. La réalité est autre. Le ressentiment n'est pas un bouclier, c'est une prison auto-imposée. C'est une énergie gaspillée à se souvenir, à revoir ce qui s'est passé, à chercher des explications qui clôturent une histoire que l'autre a probablement déjà oubliée. L'esprit devient un fichier d'affront, et ce fichier finit par occuper l'espace où devrait se trouver ta paix. Le ressentiment est une habitude mentale. Il s'installe en arrière-plan de tes journées et te murmure que tu ne peux pas avancer tant que tout n'est pas résolu, tant que l'autre n'a pas payé pour ce qu'il a fait ou au moins reconnu le dommage. Mais ce moment arrive rarement, et en attendant, c'est toi qui paies la facture émotionnelle. Il y a une partie de toi qui croit que lâcher le ressentiment, c'est se rendre, que oublier, c'est donner raison à l'autre, que pardonner, c'est minimiser ta douleur. Mais ce n'est qu'une distorsion de ton ego blessé, une défense qui te vole en réalité ta liberté. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'est arrivé, ni de justifier le mal, mais de cesser de permettre au passé de rythmer ton présent. Garder le ressentiment, c'est comme investir dans une dette qui ne génère pas d'intérêt. Elle ne fait qu'accumuler du poids. Laisse tomber le ressentiment et tu verras comment ton énergie change. Le premier effet est inconfortable. Ton esprit cherchera des raisons de rester attaché, de justifier l'offense, de maintenir vivante l'histoire qui t'a fait victime. Mais si tu traverses ce moment inconfortable, ce qui suit est un soulagement. C'est comme laisser tomber un sac à dos que tu portais depuis si longtemps que tu avais oublié à quel point la vie pouvait être légère. La paix intérieure ne surgit pas d'un acte héroïque, mais d'une série de petites décisions conscientes. Chaque fois que tu choisis de ne pas revenir au passé, chaque fois que tu refuses de nourrir le ressentiment, chaque fois que tu décides de poser des limites sans charger de colère. L'autocontrôle s'entraîne dans ces instants presque invisibles où tu pourrais retomber dans l'ancienne habitude, mais tu choisis d'avancer. Le ressentiment est la promesse inconsciente qu'un jour il y aura une justice parfaite, mais cette justice, si elle arrive, ne répare jamais ce que tu as perdu en chemin. La seule chose réelle est ce que tu décides de construire à partir de maintenant. Accepter que tu ne recevras pas de réparation externe est le premier pas pour retrouver ton pouvoir. La véritable force réside dans la fermeture du cycle, dans le fait de regarder le passé comme une leçon et non comme une condamnation. Tu n'as pas besoin de réconciliation, ni d'excuses, ni de justice divine. Tu as besoin de paix. Et cette paix se cultive chaque fois que tu refuses d'être défini par la blessure, chaque fois que tu priorises ton bien-être sur la narration de l'affront. Cesse de négocier ta tranquillité en échange d'une réparation qui n'arrive jamais. Choisis de lâcher prise, même si cela fait mal. Choisis de te construire à partir du présent, pas de la fracture. Le ressentiment n'est utile que pour ceux qui se complaisent dans l'autocompassion. Pour ceux qui veulent avancer, c'est un fardeau intolérable. Souviens-toi de ceci. Lâcher prise n'est pas oublier. C'est cesser d'investir de l'énergie dans ce qui n'a plus de retour. Ta paix intérieure ne dépend pas du passé. Elle dépend de ce que tu décides de faire avec ce qui t'est arrivé. Fais du calme ta réponse la plus percutante. Laisse tomber le ressentiment. Personne ne mérite le loyer de ton esprit. 7. Votre bien-être ne dépend pas des autres. Votre bien-être n'est l'otage de personne. C'est la vérité la plus difficile à accepter car elle déconstruit toutes les excuses, toutes les narrations qui vous permettent de blâmer votre environnement pour votre malaise. Si vous vivez convaincu que votre stabilité émotionnelle dépend de la façon dont on vous traite, des mots qui vous sont adressés ou de la justice que vous recevez, vous vous êtes rendu avant même de commencer. Le mécanisme est simple. Depuis notre enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, à mesurer notre journée selon la quantité de stimuli positifs ou négatifs que nous recevons. Ainsi, une trappe mentale s'installe où le moindre geste de mépris ou la plus petite trahison suffit à plonger votre humeur. Lorsque vous comprenez cela,
Vous voyez que la plupart de vos hauts et bas ne sont pas réels. Ils sont le produit d'avoir mis votre bien-être entre de mauvaises mains. Personne ne devrait avoir un accès illimité à votre tranquillité, mais vous la remettez chaque fois que vous permettez qu'une critique ou une absence vous désarme de l'intérieur. Voici la racine du problème. Vous croyez que vous avez besoin d'une réparation externe pour guérir, mais ce dont vous avez réellement besoin, c'est de prendre le contrôle interne de votre propre destin émotionnel. Démanteler ce système commence par identifier les facteurs que vous utilisez comme ancre. Combien de fois remettez-vous votre paix en attendant des excuses, une explication, une reconnaissance? C'est un investissement émotionnel sans retour, car l'autre n'est pas obligé de vous donner ce dont vous avez besoin, et continuer à attendre ne fait que vous enchaîner à la frustration. Le bien-être authentique émerge lorsque vous cessez de négocier avec le passé et acceptez que la seule variable sous votre contrôle est votre réaction, votre interprétation et votre décision d'investir de l'énergie dans ce qui vous construit réellement. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne vous affecte, mais de filtrer ce que vous permettez de pénétrer dans votre système émotionnel. Chaque fois que vous réagissez avec colère ou ressentiment, vous confirmez que vous êtes toujours lié à la structure mentale que les autres ont installée en vous. La vraie liberté commence le jour où vous comprenez que votre valeur et votre tranquillité ne dépendent ni de la validation des autres, ni du résultat d'une discussion. Faites l'exercice mental. Observez comment votre humeur change lorsque quelqu'un vous ignore, vous méprise ou ne répond tout simplement pas à vos attentes. L'origine du malaise est-elle chez l'autre ou dans la signification que vous donnez à cet acte? 90% de votre souffrance naît de l'interprétation, pas du fait lui-même. Lorsque vous êtes capable d'identifier ce filtre, vous pouvez le modifier. Ce n'est pas un processus automatique, c'est un entraînement quotidien. Le bien-être se construit comme un muscle. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, que vous restez ferme face à la provocation ou au vide, vous renforcez votre autonomie. Ne confondez pas autonomie et isolement. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de cesser de dépendre émotionnellement du comportement des autres. En adoptant cette approche, vous devenez moins prévisible, moins manipulable. Votre environnement perd la capacité de réguler votre humeur à volonté. Vous commencez à distinguer ce qui vous revient et ce qui ne vous revient pas, ce que vous pouvez transformer et ce qui mérite simplement d'être laissé derrière. La vie devient plus légère car vous cessez de porter des dettes émotionnelles qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas à porter les fractures de ceux qui vous ont blessé, ni à justifier éternellement pourquoi vous n'êtes pas ce que les autres attendaient. L'autocontrôle n'est pas froideur, c'est maturité émotionnelle. C'est le filtre qui sépare ce qui ajoute de ce qui enlève dans votre vie. Il y a une ligne que vous devriez vous rappeler chaque jour. Votre bien-être vous appartient uniquement. Personne ne peut vous arracher la paix si vous ne remettez pas les clés de votre esprit. Votre plus grande force est de maintenir le contrôle de votre état interne, même lorsque tout autour de vous cherche à vous déstabiliser. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de ne pas laisser la réalité externe diriger votre narrateur interne. Le bien-être est une construction quotidienne et consciente, pas un accident qui se produit lorsque le monde décide de vous traiter bien. Faites de votre paix une priorité, pas une conséquence. Cela définit, en fin de compte, qui vous êtes et jusqu'où vous pouvez aller. 8. La véritable victoire est de guérir et d'avancer. Tu revois cette personne au supermarché, juste dans la file la plus lente, à 2 mètres de distance. Tu fais semblant que cela ne t'affecte pas, mais tu sens la tension dans tes mains serrées, le regard qui s'échappe pour éviter le contact, le poids des souvenirs comprimés sur tes épaules. L'air semble plus dense, et bien que personne autour de toi ne s'en rende compte, à l'intérieur, ton esprit revit la dernière conversation. La trahison, le mépris, la déception que tu n'arrives toujours pas à lâcher. Les minutes passent et tu réalises que ton corps te trahit. Le cœur s'accélère, la mâchoire se tend et le silence entre vous deux se remplit de tout ce qui n'a pas été dit. Tu pourrais chercher une excuse pour l'affronter.
Tu pourrais laisser la colère décider pour toi, mais tu choisis de garder ton calme, de respirer et de laisser la scène avancer sans devenir le protagoniste d'un drame qui ne t'appartient pas. C'est cela, guérir. Ce n'est pas oublier ce qu'on t'a fait, ni faire semblant que rien ne t'a fait mal, mais traverser le moment sans que la blessure dirige tes gestes ni tes pensées. Guérir, c'est arriver à cet instant inconfortable, sentir l'inconfort sur ta peau et ne pas te laisser entraîner de nouveau dans le passé. Tu ne réécris pas l'histoire, tu ne nies pas la réalité, mais tu décides que ton présent ne sera pas dicté par ce que les autres ont brisé. La véritable victoire est celle-ci, avancer avec la blessure cicatrisée, non ouverte. C'est pouvoir regarder en face le déclencheur de ta douleur et continuer ta journée, sans te perdre dans des explications mentales ni des dialogues internes qui ne font qu'alimenter le ressentiment. C'est un geste petit et silencieux, mais c'est celui qui coûte le plus. Parce que l'instinct te murmure qu'il n'y aura de justice que si l'autre souffre au moins autant que toi, que tu as besoin d'une sorte de réparation, d'une excuse, d'un signe que la balance s'équilibre. Mais la vie te concède rarement cette fermeture parfaite. Le seul contrôle réel est celui que tu exerces sur tes propres réactions. Il y a un détail que la plupart ignorent. La guérison authentique ne se sent pas héroïque, ni spectaculaire. Elle est plutôt discrète, parfois inconfortable, comme quand tu réalises que tu n'as plus besoin de parler du sujet, que l'histoire a perdu de son poids, que la présence de cette personne ne dicte plus ton humeur. Tu cesses de chercher des alliés pour ta version, tu cesses de passer en revue les faits en espérant trouver une fissure par où glisser ta vengeance. L'esprit cesse de fabriquer des scénarios de revanche et commence à investir dans ce que tu as devant toi. Ton travail, tes projets, tes relations exemptes de dettes émotionnelles. Guérir, c'est clore le cycle sans attendre que l'autre le valide. C'est te dire à toi-même « je ne porte plus cela ». Cette phrase, bien que brève, est la déclaration d'indépendance la plus forte que tu puisses faire. L'avancée est visible dans de petits détails. Quand tu peux entendre le nom de celui qui t'a blessé sans ressentir cette douleur automatique dans l'estomac, quand tu peux passer par les lieux partagés sans que la nostalgie ne t'entraîne, quand la colère cesse d'occuper le premier plan et cède la place au calme. Il ne s'agit pas de nier la mémoire, mais de lui retirer le pouvoir de définir ton état actuel. Guérir et avancer, c'est en essence recommencer à investir ton énergie dans le présent, dans ce qui compte, dans ce qui te construit. C'est cesser de chercher à gagner contre celui qui t'a fait du mal et commencer à gagner dans ta propre vie. Le plus grand triomphe est celui-ci, qu'il n'ait plus d'influence sur tes émotions, que ta journée ne dépende pas de gestes extérieurs ni de batailles mentales que toi seul peux arrêter. Guérir n'est pas oublier, c'est lâcher le contrôle du passé. C'est la phrase que tu devrais te rappeler quand l'orgueil demande une revanche. Il n'y a pas de victoire plus grande que de pouvoir marcher la tête haute, sans chaînes invisibles, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. La croissance personnelle est la destination finale de toute douleur bien gérée. Avance, même si c'est difficile. La véritable vengeance est que ta vie continue, en paix, tandis que le passé reste derrière. Fais de ta guérison la réponse la plus forte. Ton bien-être est la seule véritable récompense. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Avec le passage des années, on apprend que la tranquillité n'est pas un luxe, mais une conquête quotidienne. Arriver à la vieillesse et continuer à croire que la compagnie est indispensable est un piège subtil qui vide de son énergie et de sa dignité de nombreux hommes. Il y a une vérité inconfortable que presque personne n'ose dire. À un certain âge, chercher de l'affection peut coûter trop cher. Le monde insiste sur le fait que la solitude est un échec. Mais cette narration ne profite qu'à ceux qui veulent que tu baisses ta garde.
La réalité est que de nombreux hommes, en franchissant la soixantaine, se retrouvent entraînés à nouveau dans le vieux jeu des attentes, du sacrifice et des drames des autres, perdant ce qu'ils ont mis le plus de temps à construire, la paix avec soi-même. Il ne s'agit pas de devenir amer, ni de haïr la compagnie, mais de comprendre le coût psychologique que cela implique de rouvrir la porte à des relations sentimentales lorsque le temps devient si précieux et que la marge d'erreur est minimale. La paix est le plus grand luxe, la perdre, le plus grand gaspillage. Les sages de l'histoire n'ont pas averti du danger des passions tardives par ignorance, mais parce qu'ils savaient que la véritable force réside dans l'autodiscipline et dans l'art de poser des limites. Personne ne va prendre soin de ta dignité si tu ne le fais pas. Protéger ton espace, ton silence et ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Si à ce stade de la vie, tu ne choisis pas ton bien-être, quand le feras-tu? Protège ta paix avant tout. Une vie peut être comparée à un mécanisme d'horlogerie ancien où chaque engrenage représente des relations, des expériences, des pertes et des réussites. En arrivant à la vieillesse, ce mécanisme a déjà accumulé des années de fonctionnement. Certains engrenages sont usés, d'autres ont perdu leur précision, mais il y en a un qui survit à tout le processus, celui qui régule la paix intérieure. En vieillissant, cet engrenage devient le plus sensible à tout impact externe. Il est facile de sous-estimer ce fait jusqu'à ce qu'une seule relation sentimentale, mal choisie ou forcée, interrompe toute l'harmonie silencieuse qui a coûté des décennies à construire. La paix personnelle, loin d'être une abstraction, est le résultat d'années d'ajustement, de sacrifices et d'apprentissage. Un équilibre qui peut se briser avec une seule interférence inutile. La dignité à la vieillesse repose sur la tranquillité mentale et non sur la promesse de compagnie. Lorsqu'on analyse pourquoi tant d'hommes âgés sacrifient leur sérénité à la recherche d'une relation, la carte se complique. Il y a des causes profondes, la peur du silence, la pression sociale, la croyance héritée que l'on doit rester accompagné pour se sentir accompli ou valable. Mais chaque fois qu'on cède à cette pression, la balance penche vers l'usure. À ce stade, une relation sentimentale n'est plus le moteur central de la vie. Elle peut devenir un fardeau. Le temps et l'énergie disponibles sont limités. Toute source de conflit, même minime, consomme des ressources qui ne se renouvellent plus avec la même facilité. Le coût de s'engager sentimentalement tard est élevé. Disputes, désaccords, attentes d'autrui, même la simple adaptation à des routines étrangères, tout cela alourdit le mécanisme. La solitude, en revanche, offre l'opportunité d'affiner cet engrenage vital de la paix, de le maintenir propre et libre de tensions externes. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. Beaucoup d'hommes âgés tombent dans le piège émotionnel de penser que la compagnie résoudra de vieux vides ou des blessures ouvertes. Cependant, l'expérience montre que les relations tardives, loin de guérir, ouvrent souvent de nouvelles fissures, jalousie, ressentiment, peur renouvelée. On paie un prix très élevé pour un confort éphémère. À ce stade de la vie, la paix devient la monnaie la plus chère et, paradoxalement, la plus facile à perdre. Accepter la solitude, loin d'être une défaite, est un choix tactique destiné à préserver ce qu'il y a de plus précieux, le calme et la dignité. La véritable liberté se vit lorsque l'on ne négocie plus son bien-être en échange d'attention, d'affection ou de validation extérieure. Toute relation qui remet en question cette paix est déjà un luxe dangereux, une dette émotionnelle inutile. La société pousse fortement vers l'idée que personne ne doit être seul, mais c'est un récit qui profite aux autres, pas toujours à l'individu. L'homme sage filtre ce message et décide depuis l'introspection. Vaut-il la peine de sacrifier des nuits tranquilles, la santé émotionnelle et l'énergie pour le simple fait de ne pas être seul? Sur la balance finale, presque toujours la réponse est non.
Chaque jour sans conflit est un petit triomphe gagné à la sueur de son front, et cela vaut plus que n'importe quelle compagnie circonstancielle. La paix personnelle est un investissement dont personne d'autre ne peut s'approprier. La défendre, c'est aussi défendre la dignité et l'intégrité personnelle. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est une sagesse avancée. Seul celui qui a dû se reconstruire après une vie d'erreur sentimentale comprend la valeur d'un après-midi sans dispute, d'une matinée sans reproche, d'une existence sans avoir à céder son propre terrain. La solitude choisie est un acte de pouvoir. Et il y a une ligne à ne pas franchir. Ne mets jamais en jeu ta tranquillité par peur de vieillir seul. La paix ne se négocie pas. Elle se protège bec et ongles. Car au final, la seule compagnie indispensable est celle de soi-même, dans le silence et le calme. 2. La solitude choisie renforce l'esprit. La solitude choisie n'est pas une condamnation, c'est une épreuve de force. La plupart des gens ne supportent pas de se regarder en face, ni de passer plus de quelques heures sans le bruit d'une autre voix remplissant l'espace. Le fauteuil vide, la table dressée pour une seule personne, le téléphone qui sonne à peine, tout cela pèse, mais n'écrase pas l'homme qui a compris la valeur de son propre silence. Il y a une différence abyssale entre être seul parce que personne ne vous cherche et être seul parce que vous le décidez. Cela se ressent dans les petits détails. Le café chaud que vous préparez sans hâte, le livre que vous ouvrez sans que personne n'interrompe vos pensées. Le fait de marcher dans la maison sans avoir à justifier un seul pas. Le corps se détend. Le visage perd cette tension constante de celui qui attend la prochaine dispute ou le prochain reproche. La tranquillité n'est pas passivité. C'est la sensation concrète de ne pas avoir à défendre son territoire émotionnel chaque jour. Dans la pratique, la solitude choisie se traduit par des actions. Ne pas répondre aux messages que vous savez n'apporter que des problèmes. Cessez de chercher l'approbation lors de réunions où l'on vous écoute à peine. Lâchez des conversations qui n'apportent rien. L'air se sent plus pur lorsque les attentes des autres ne vous étouffent plus. C'est pouvoir dormir tranquille parce qu'il n'y a pas de drame en suspens ni de malentendu à résoudre au lever du jour. La maison, bien que silencieuse, devient un refuge, pas une prison. Vous n'avez pas besoin de remplir les murs de photos d'autres personnes, ni de programmer des visites forcées pour vous sentir vivant. L'énergie, celle qui auparavant s'épuisait à négocier chaque petite décision, s'investit maintenant en vous, dans le développement de passion, dans le renforcement du corps, dans le maintien de l'esprit aiguisé. L'esprit s'entraîne seul. Le caractère se façonne dans le calme. Beaucoup craignent la solitude parce qu'ils pensent que c'est synonyme de vide. Mais c'est une erreur. Le véritable vide, c'est de vivre entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, qui éteignent peu à peu votre enthousiasme, qui usent vos jours avec des exigences sans fin. Être seul et en paix surpasse toute compagnie médiocre. L'homme qui ose rester avec lui-même découvre des ressources intérieures qui auparavant passaient inaperçues. La patience d'attendre, le courage de reconnaître ses erreurs, la capacité de se reconstruire sans témoin. Le temps devient le vôtre. Chaque jour, une opportunité de s'améliorer, de se comprendre, d'ajuster ce qui est nécessaire sans demander la permission. Ma propre compagnie me suffit, cela devrait être une ligne sacrée. Personne ne peut vous voler cette réserve de paix si vous ne lui donnez pas la clé. La société insiste sur le fait que la solitude est un signe d'échec, mais la réalité est autre. Celui qui choisit d'être seul et se sent pourtant complet a surmonté l'une des épreuves les plus difficiles de la vie adulte. Il n'y a pas de plus grande liberté que de s'asseoir à la fin de la journée et de ne devoir d'explication à personne, ni de porter le poids des attentes des autres sur ses épaules. La solitude choisie est un entraînement pour l'esprit, un filtre contre le superflu, un bouclier contre la manipulation émotionnelle. Cela se ressent dans la démarche assurée de celui qui n'a pas peur de fermer la porte derrière lui. La dignité ne se construit pas sur la quantité de personnes qui vous entourent, mais sur la qualité de votre relation avec vous-même. Moins de compagnie, plus de paix.
c'est l'équation qui soutient l'homme fort dans la vieillesse. Dans chaque geste quotidien se révèle cette force, l'homme qui prend son petit déjeuner seul, mais calmement, celui qui marche dans la ville sans chercher des regards d'approbation, celui qui se regarde dans le miroir et ne détourne pas le regard. Il y a une sorte de sérénité qui n'arrive qu'après avoir perdu la peur d'être seul. Et quand vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin d'orner vos jours de présence inutile, vous découvrez la vérité la plus simple et brutale. La solitude choisie ne vous affaiblit pas, elle vous rend invulnérable. La paix intérieure est un bouclier invisible. Sans elle, tout le reste vacille. 3. Ne sacrifie pas ta dignité pour de la compagnie. Je l'admets, il y a des moments où la peur de la solitude se déguise en besoin légitime. Ce n'est pas facile de le reconnaître, car l'esprit devient expert pour justifier n'importe quel sacrifice lorsque ce qui est en jeu est le sentiment d'appartenance ou l'illusion d'être important pour quelqu'un d'autre. À l'intérieur, le dialogue est implacable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à céder un peu, à m'adapter, à être plus flexible? Au moins, je ne finis pas seul, au moins quelqu'un m'attend. Mais cette voix n'est pas de la sagesse, c'est de l'anxiété déguisée en raisonnement. Le prix de cette petite concession commence par être invisible, à peine un inconfort, une phrase que tu tais, une préférence que tu abandonnes. Sans t'en rendre compte, cela devient une habitude. Céder de l'espace, du temps, une opinion, même tes propres limites, en échange d'une compagnie qui ne remplit le vide que pendant quelques heures. Il arrive un moment où tu te rends compte du piège. Ce qui semble être une adaptation est en réalité une usure silencieuse de ta dignité. La dignité ne se perd pas d'un coup. Elle s'infiltre par les interstices des accords que tu fais avec toi-même pour ne pas affronter le silence. Personne ne veut admettre que le désir d'affection peut te faire donner plus que tu ne devrais. Il est inconfortable d'accepter qu'à un âge avancé, ce désir peut devenir encore plus aigu, car la société t'a martelé l'idée que la solitude est un échec et qu'une vie précieuse doit toujours être accompagnée. Le problème est que, dans cette quête d'éviter l'isolement, tu finis par hypothéquer ce qu'il y a de plus précieux, ton droit à ne pas négocier la paix intérieure. Il y a une différence brutale entre partager la vie et la céder. Quand tu te surprends à justifier des manques de respect, à tolérer des commentaires blessants ou à accepter des routines qui te pèsent, juste par peur de rester seul, tu as franchi une ligne dangereuse. Cette ligne est la frontière de ta dignité, et personne d'autre ne la défendra pour toi. Le plus difficile dans cet apprentissage, c'est que cela va à l'encontre de tout ce que tu as intégré pendant des décennies. Depuis ta jeunesse, on t'a appris que faire des sacrifices pour les autres est noble, que céder est un signe de maturité, que la flexibilité garantit l'harmonie. Cela peut être vrai dans la jeunesse, quand tu as encore du temps, de l'énergie et une marge pour reconstruire. Mais à un âge avancé, chaque concession a un coût irréversible. Ce que tu donnes ne revient plus. L'espace mental et émotionnel que tu cèdes ne se renouvelle pas facilement. Et le corps, qui supportait autrefois le stress et le conflit, te facture maintenant avec des insomnies, de la fatigue et des maladies que tu ne considérais même pas auparavant. La dignité devient une sorte de muscle. Elle ne se renforce que si tu l'exerces, si tu restes ferme face à la tentation de céder l'essentiel pour l'accessoire. La véritable épreuve de caractère arrive lorsque tu peux te regarder en face et reconnaître jusqu'où tu es prêt à aller pour ne pas être seul. L'auto-tromperie est un mécanisme astucieux. Elle te fera voir comme raisonnable n'importe quel sacrifice, tant que tu évites le vide de la maison tranquille. Mais chaque fois que tu décides de supporter un manque de considération, chaque fois que tu permets une invasion de ton espace, tu te trahis toi-même. Il n'y a pas de manière élégante de le dire. Celui qui s'habitue à négocier sa dignité pour de la compagnie finit par perdre les deux. Ni paix, ni proximité authentique. Juste une compagnie ternie, construite sur des renoncements qui ne t'honorent pas. La dignité n'est pas négociable. Celui qui la livre par peur finit les mains vides.
L'histoire est pleine d'exemples d'hommes qui, pour ne pas affronter la solitude, ont livré leur royaume intérieur contre une fausse sécurité. Mais la véritable sagesse ne provient pas du nombre de personnes autour de toi, mais de la qualité de l'espace que tu occupes avec toi-même. Il ne s'agit pas de devenir ermite, ni de rejeter tout lien, mais de comprendre qu'il y a un seuil qui ne doit jamais être franchi. Si une relation exige que tu sacrifies la sérénité, l'identité ou les principes, ce n'est pas de la compagnie, c'est un piège. Je le répète, la paix ne se négocie pas. L'homme qui se respecte prend soin de lui. Et celui qui prend soin de lui choisit la solitude quand elle est préférable à la compagnie destructrice. Protéger la dignité, c'est protéger la vie qui t'appartient encore. Que personne ne te convainque du contraire. 4. Évalue le silence comme source de clarté. Le silence n'est pas le refuge des lâches, c'est le terrain où se forge la clarté. Si tu ne supportes pas d'être seul avec tes propres pensées, tu as déjà perdu la bataille la plus importante. Celle de te connaître en profondeur et surtout celle de te contrôler. Il ne s'agit pas de mettre de la musique pour combler les vides, ni de remplir la maison de conversations vides. Je parle de faire taire le monde intentionnellement, de te défier à garder l'esprit tranquille et à observer ce qui émerge. La plupart des gens ne le supportent pas parce que là, dans cet espace sans distraction, toutes les excuses, les auto-illusions et les dépendances émotionnelles que tu as traînées pendant des années sont exposées. L'homme qui ne sait pas être en silence ne saura jamais prendre une décision ferme. Si tu as besoin de bruit constant pour te sentir vivant, alors tu vis à crédit des stimuli externes, et ce prêt se rembourse toujours avec des intérêts, anxiété, indécision, épuisement. La clarté se paie cher et ne s'obtient qu'en solitude. Il est facile de se tromper en croyant que le bruit social, les opinions des autres et la compagnie constante sont des signes d'une vie pleine. Mensonge. Ce n'est que dans le silence que tu peux identifier les fractures de ton caractère, voir de face les erreurs que tu as commises et, ce qui est plus important, décider avec quel type d'homme tu veux mourir. Si le silence te terrifie, c'est parce qu'au fond, tu sais qu'il n'y a pas de place pour les masques. Aucune relation sentimentale, aussi bonne soit-elle, ne te donnera cette clarté mentale qui n'arrive que lorsque tu éteins tout ce qui est extérieur et que tu restes avec l'essentiel. Celui qui cherche la clarté dans le bruit finit aveugle à force de regarder vers l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si les sages de toutes les époques fuyaient l'excès de compagnie. Ils savaient que chaque minute de silence était un investissement dans la lucidité, pas une perte de temps. Ne te trompe pas. L'homme qui craint le silence finit par être esclave de n'importe quelle voix qui lui promet du réconfort, même si ce réconfort est médiocre ou destructeur. Le silence n'est pas une punition, c'est un entraînement. Chaque fois que tu te permets d'être seul et en silence, tu affines tes filtres mentaux, tu détectes des schémas de pensée qui déformaient ta vision et tu récupères le contrôle sur ce que tu laisses entrer dans ta vie. Les faibles cherchent le bruit parce que c'est là qu'il est plus facile de cacher ce qu'ils ne veulent pas admettre. Mais la clarté ne se négocie pas, elle se conquiert. Le silence t'oblige à examiner tes véritables motivations. Cherches-tu une relation par amour, par faiblesse ou par simple peur d'affronter tes propres pensées? Là se trouve la différence entre agir avec maîtrise ou vivre comme un improvisé. La société va te vendre l'idée que le silence est solitude et que la solitude est échec. Plus mensonge. Le silence est un laboratoire de caractère. C'est dans le silence que celui qui a le courage de se regarder sans fioriture ni justification définit sa direction. Si tu es de ceux qui ont besoin d'une voix à côté pour savoir qui tu es, tu as déjà perdu l'axe. Il n'y a pas de clarté dans le bruit, seulement distraction et usure. La lucidité se forge dans le calme, pas dans la multitude. Méfie-toi de ton besoin de compagnie quand tu ne peux pas supporter d'être avec toi-même. C'est le signe que tu as encore du travail à faire. Personne ne va te donner de clarté. Personne ne va s'asseoir avec toi pour déchiffrer tes motifs les plus cachés. Ce travail t'appartient et seulement à toi.
Le silence est le filtre le plus brutal et le plus honnête qui existe. Si tu l'évites, tu te condamnes à vivre dans la confusion et à prendre des décisions qui ne naissent pas de ton centre, mais de tes insécurités. Évalue le silence, non pas comme un luxe, mais comme un outil indispensable pour une vieillesse digne. Seul l'homme qui s'entraîne dans le calme peut choisir avec qui partager sa paix et, ce qui est le plus important, quand dire stop. Personne ne se perd dans le silence. Se perd celui qui n'ose jamais y entrer. 5. Ne cherche pas l'affection à tout prix. Tu te lèves, prépares ton petit déjeuner et vois ce message sur ton téléphone. Un salut tiède, une invitation à discuter, peut-être la promesse d'un après-midi en compagnie. Rien d'extraordinaire, juste la routine de chercher une miette d'affection au milieu de la matinée tranquille. C'est là que commence le prix caché de la recherche d'affection à tout prix. Le mécanisme est subtil. Le désir de se sentir vu, que quelqu'un se souvienne de ton existence, de ne pas être invisible sur la carte de qui que ce soit. Mais chaque mouvement dans cette direction a des conséquences. Il ne s'agit pas seulement de répondre ou d'ignorer, c'est le point de départ d'une chaîne de concessions qui se termine rarement bien. L'esprit, programmé depuis des années pour croire que l'affection est toujours un bien, ne fait pas la distinction entre qualité et besoin. Une négociation silencieuse commence. Vaut-il la peine d'ouvrir la porte juste pour ne pas se sentir si seul? Que vas-tu donner en échange? Si tu analyses le processus, le schéma se répète avec une précision mathématique. L'homme âgé ressent le vide relationnel comme une dette. La société a été implacable en vendant l'idée que la valeur personnelle se mesure en quantité de relations. Et cette pression se fait sentir avec une double force dans la vieillesse, lorsque le cercle social se réduit et que le temps semble devenir plus lourd. La peur de devenir insignifiant nourrit l'urgence de chercher de l'affection, même si elle provient de sources peu fiables. Et c'est précisément là que se situe le risque. Lorsque la rareté d'affection te pousse à accepter n'importe quel accord, n'importe quelle conversation, n'importe quel lien, tu finis par accumuler une dette émotionnelle qui ne fait que croître. L'affection mal choisie est un investissement ruineux. Au début, elle semble réconfortante, mais exige des intérêts exorbitants sous forme d'anxiété, de frustration et d'épuisement. Le coût réel de la recherche d'affection à tout prix n'est pas immédiatement évident. Cela commence par des gestes minimes, répondre quand tu préférerais le silence, tolérer des attitudes que tu n'accepterais pas auparavant, modifier tes routines pour coïncider avec des agendas étrangers. La ligne est franchie lorsque tu te surprends à justifier l'autre personne juste par peur de perdre ce petit flux d'attention. Chaque tolérance devient un précédent. Chaque fois que tu cèdes l'essentiel pour de la compagnie, le standard de ce qui est acceptable baisse un peu plus. Ainsi se muscle le muscle de la résignation et la dignité commence à perdre de sa force. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais de comprendre le mécanisme. Chercher de l'affection sans filtre, c'est comme ouvrir la porte à n'importe quel visiteur, peu importe son intention ou le désordre qu'il apporte avec lui. Et la maison intérieure, à ce stade de la vie, n'est pas faite pour supporter des invités problématiques. Si tu décortiques la racine de ce phénomène, tu verras que l'affection n'est jamais gratuite. Même dans la vieillesse, elle reste une monnaie d'échange. Il y a ceux qui offrent de l'affection comme appât, sachant que l'homme âgé est souvent prêt à payer avec du temps, de la générosité ou même de l'argent. La manipulation sentimentale trouve un terrain fertile dans le besoin non résolu. C'est pourquoi la stratégie ne consiste pas seulement à renforcer l'estime de soi, mais à établir des normes non négociables. L'affection doit être méritée, pas mendiante. Tous les câlins ne sont pas des refuges, certains sont des chaînes. Une phrase à ne pas oublier: le prix de l'affection bon marché est la perte de ta paix. La décision est tactique. Choisir entre l'inconfort passager de la solitude et l'épuisement permanent d'une compagnie mal choisie. La maturité devrait être ce filtre qui te permet de regarder chaque proposition affective avec un œil critique. Cela m'apporte-t-il quelque chose ou ne fait-il que remplir un espace momentané? Suis-je prêt à supporter le coût caché de céder ma tranquillité?
La réponse honnête met tout en perspective. La dignité se protège dans les petits refus, dans les noms qui semblent insignifiants, mais qui contiennent la graine de la paix durable. Ne cherche pas l'affection à tout prix. L'affection coûteuse finit par coûter trop cher. La véritable force consiste à attendre, à filtrer, à ne pas se contenter de ce qui arrive facilement. Ta paix vaut plus que n'importe quelle caresse fugace. C'est la ligne qui sépare celui qui se respecte de celui qui se livre par peur. 6. Apprends à distinguer la compagnie de la dépendance. Un verre d'eau sur la table semble inoffensif, jusqu'à ce que tu le bouges rapidement et que le liquide déborde, salissant tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne la différence entre la compagnie et la dépendance. À première vue, les deux se confondent, mais seule l'une peut déborder et ruiner ce que tu as réussi à garder propre. Dans la routine quotidienne, la scène se répète dans les petits gestes. Cet homme âgé qui, en recevant un appel, sent son pouls s'accélérer non par joie, mais par l'urgence de ne pas décevoir celui qui est de l'autre côté. La tasse de café refroidit en attendant un message. Il change son emploi du temps juste pour coïncider avec l'agenda d'autrui, reporte ses promenades, met de côté les livres qu'il aimait auparavant. La compagnie saine s'ajoute, la dépendance t'entraîne. Tu n'as pas besoin d'une loupe pour les distinguer, juste d'honnêteté pour voir la différence sans excuse. Dans les premières étapes, la compagnie se sent légère, comme la brise en ouvrant une fenêtre. Conversation sincère, silence confortable, respect des espaces individuels. Mais la dépendance s'infiltre lentement, comme une humidité invisible qui, avec le temps, tache le plafond et affaiblit la structure. Tu te réveilles un jour en remarquant que tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu as pris une décision juste pour toi, que tu demandes avant chaque mouvement, que ton humeur dépend de la présence ou de l'humeur d'une autre personne. Cet attachement érode ton autonomie, et cela se fait de manière presque imperceptible. Une petite concession ici, une routine sacrifiée là. Quand la peur de perdre la compagnie pèse plus que le désir de maintenir ta paix, la dépendance est déjà installée et commence à te facturer des intérêts. Observe les détails au quotidien. L'homme qui profite de la compagnie saine se remarque dans sa démarche. Il marche droit, prend des pauses, sourit sans forcer le geste. Le dépendant, en revanche, montre un léger nervosité. Il vérifie son téléphone avec anxiété, évite les plans s'il ne peut pas inclure l'autre, s'irrite à la moindre attente. La compagnie authentique est cette conversation où tu peux être en désaccord sans craindre de représailles. La dépendance est la sensation constante d'être à l'épreuve, de devoir plaire, de ne pas pouvoir te montrer tel que tu es. Cela se reflète même dans les choses les plus simples, la façon dont tu choisis tes vêtements, ce que tu manges, même les mots que tu utilises. Si tu te surprends à éditer chaque phrase pour éviter les conflits, tu ne partages plus ta vie, tu la prêtes à crédit. Ne confonds pas habitude et nécessité. Beaucoup d'hommes âgés se trompent en pensant que la routine partagée est un signe d'amour, alors qu'en réalité, c'est une chaîne douce mais ferme. Il y a une différence brutale entre désirer être avec quelqu'un et ne pas supporter d'être sans lui. La première option est liberté. La seconde, prison émotionnelle avec des barreaux invisibles. Dans la vieillesse, cette prison devient encore plus dangereuse, car la marge de récupération est minimale. Chaque jour cédé à la dépendance est un jour de moins de véritable autonomie. La compagnie est célébration, la dépendance, sacrifice constant. Ce qui est sain, c'est d'ajouter sans se perdre. Si tu dois négocier ta tranquillité en échange de ne pas rester seul, tu as déjà mal choisi. Un homme fort peut apprécier la présence des autres, mais il ne s'effondre jamais lorsqu'il se retrouve seul avec lui-même. C'est la ligne qui sépare la maturité de la soumission. Personne ne respecte celui qui se rend par peur. Distinguer la compagnie de la dépendance est un acte d'honnêteté brutale et en même temps le seul véritable moyen de protéger ta dignité dans la vieillesse. N'oublie pas, la dépendance facture toujours avec intérêt. La compagnie est soulagement, la dépendance est dette. Que ta paix ne dépende de personne d'autre que de toi. 7.
La maturité se mesure en autoconservation. La maturité ne se mesure pas en expérience vécue, ni en la quantité d'histoires que vous pouvez raconter, mais dans votre capacité à vous protéger de vous-même et de vos propres besoins mal gérés. La vérité, bien que dérangeante, est qu'atteindre un âge avancé ne garantit pas la sagesse. Beaucoup répètent les mêmes erreurs de jeunesse, mais avec moins de marge pour se rétablir. L'autoconservation, à ce stade, n'est ni un luxe, ni une option esthétique. C'est la ligne qui sépare la dignité de la décadence. L'homme qui a survécu à des décennies d'attentes extérieures, de sacrifices mal récompensés et de relations qui ont laissé plus de cicatrices que d'apprentissages le sait. Chaque concession inutile dans la vieillesse se paie par des fragments de votre paix que vous ne pouvez plus reconstruire. Personne ne vous prépare à la dureté de cette équation. Personne ne vous avertit qu'après un certain âge, les erreurs ne se diluent plus avec le temps. Elles deviennent un poids mort, une usure physique et mentale, des factures qui arrivent quand vous pouvez le moins les payer. L'autoconservation commence dans l'esprit, bien avant que la solitude ne devienne tangible. C'est ce filtre interne qui vous oblige à vous demander, sans tromperie, si vous avez vraiment besoin de ce que vous désirez, ou si vous cherchez simplement à anesthésier la peur d'être irrélevant. Il y a un mécanisme silencieux qui s'active chaque fois que vous ressentez la tentation de céder juste cette fois-ci. La voix intérieure qui résonne, l'autre qui implore un peu d'affection, le souvenir amer des après-midi où vous avez supporté ce que vous n'auriez jamais dû tolérer. Chaque fois que vous ignorez ce filtre, vous perdez en précision dans vos décisions. Vous devenez vulnérable à la manipulation et à l'auto-tromperie. L'instinct d'autoprotection s'oxyde lorsque vous cessez de l'utiliser. Et alors, ce qui devrait être maturité se transforme en routine résignée. Vous acceptez ce qui arrive, vous justifiez ce qui vous dérange, vous vous habituez à vivre au minimum, tout cela pour ne pas vous déranger avec le silence. L'une des pièges psychologiques les plus dangereux dans la vieillesse est la nostalgie mal gérée. Cette tendance à regarder en arrière et à vous convaincre que tout temps passé était meilleur, que cela vaut la peine de rechercher à nouveau ce que vous avez perdu, même si c'est au prix de votre tranquillité présente. La mémoire, déformée par le désir de vous sentir vivant, joue contre vous. Elle vous fait oublier le prix que vous avez payé auparavant. Elle vous invite à répéter des schémas qui vous ont laissé vides. Mais le temps n'est plus le même allié. Ce que vous ne protégez pas aujourd'hui, vous ne le récupérez pas demain. L'autoconservation est, en fin de compte, une déclaration brutale de priorité. D'abord votre paix, ensuite tout le reste. La maturité authentique exige un type de vigilance qui n'est pas naturel, qu'il faut apprendre de force. C'est la discipline de ne pas baisser la garde face à la flatterie facile, de ne pas se laisser séduire par la promesse de compagnie qui, au fond, est plus un besoin extérieur qu'une véritable affinité. Cela nécessite le sang-froid de reconnaître que toutes les opportunités ne sont pas des cadeaux, que souvent ce sont des pièges déguisés en seconde chance. L'homme mûr n'est pas celui qui accepte tout, c'est celui qui sélectionne avec une précision chirurgicale ce qu'il laisse entrer dans sa vie. Savoir dire non est la forme la plus avancée du respect de soi. Arriver à un âge avancé sans apprendre à prendre soin de soi est une condamnation silencieuse. Personne ne vous défendra de vos propres impulsions si vous ne vous entraînez pas à le faire vous-même. L'autoconservation n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie émotionnelle. Seul celui qui comprend cela peut regarder en arrière sans regret. La ligne emblématique ici est simple. Votre paix vaut plus que n'importe quelle nouvelle histoire. Ne sacrifiez pas des années de calme pour des minutes de compagnie douteuse. Dans la vieillesse, la maturité est l'art de ne pas risquer l'essentiel pour le passager. Protégez-vous. Personne d'autre ne le fera pour vous. 8. Votre bien-être ne dépend pas des autres. Reconnaissons-le une bonne fois pour toutes. Le plus grand piège mental dans la vieillesse est la croyance que votre bien-être dépend de ce que les autres font ou ne font pas pour vous. C'est inconfortable de l'admettre, car vous avez passé la moitié de votre vie à justifier votre humeur en fonction de l'attitude de ceux qui vous entourent. Vous vous êtes convaincu que la validation,
la joie ou le calme viennent toujours de l'extérieur. Un message, une caresse, une visite, une promesse de compagnie qui parfois n'est jamais tenue. Vous vous êtes habitué à attendre que quelqu'un comble vos vides, à ce que votre environnement vous dicte quand vous devez vous sentir bien ou mal, et chaque fois que vous le faites, vous affaiblissez le seul muscle qui compte vraiment dans la vieillesse, celui de l'autodépendance. Combien de fois encore allez-vous laisser votre paix personnelle entre les mains des autres avant de comprendre que personne, absolument personne, ne va prioriser votre bien-être comme vous devriez le faire? C'est brutal, mais nécessaire, de dévoiler le mensonge que vous vous racontez chaque matin. Si elle change, si elle m'appelle, si elle me prête attention, alors je vais bien. Mensonge. C'est le scénario de l'homme faible, de celui qui arrive vieux sans avoir appris à se tenir seul. Parce que le bien-être qui dépend des autres est toujours un prêt dans des conditions misérables. Un jour, on vous le donne, un autre jour, on vous le retire. Et vous vivez avec l'âme hypothéquée à l'agenda émotionnel de quelqu'un d'autre. Le problème n'est pas la solitude, c'est l'habitude maladive d'attendre que votre tranquillité soit le résultat d'une équation que vous ne contrôlez pas. C'est ainsi que vieillissent les hommes incertains, en attendant la réaction des autres, en mesurant leur valeur en fonction de l'attention qu'ils reçoivent, en renonçant à l'autonomie mentale, parce que la peur de l'indifférence les paralyse. Et c'est le chemin le plus court vers la frustration et l'épuisement. Personne ne vous le dit en face, mais je vais vous le dire clairement. Le bien-être qui dépend des autres est le plus grand ennemi de votre dignité. L'homme qui s'accroche à l'idée qu'il a besoin d'être aimé pour être en paix finit par mendier de l'affection, à tolérer des miettes et à accepter des conditions qui détruisent son estime de soi en échange d'une compagnie insipide. La véritable liberté dans la vieillesse se conquiert lorsque vous comprenez que votre état intérieur est votre affaire, que personne n'a l'obligation ni le pouvoir de garantir vos jours tranquilles, que la sérénité est un investissement privé, pas un héritage collectif. Le plus commun des auto-illusions est de déguiser la dépendance émotionnelle en sensibilité, en besoin humain, en noblesse. Ne vous trompez pas, c'est de la faiblesse, pas une vertu. Si vous n'entraînez pas la discipline de ne rien attendre, vous finirez par vivre dans un carrousel émotionnel où votre humeur et votre énergie tournent selon la présence ou le silence de quelqu'un d'autre. L'homme mature n'attend pas, il construit, il ne supplie pas, il établit des limites. Il n'a pas besoin de public, il se suffit à lui-même. Je vais vous le dire sans détour, votre paix est votre responsabilité, pas un droit délégué à autrui. Répétez-le chaque fois que vous vous surprenez à chercher à l'extérieur ce que vous refusez de cultiver à l'intérieur. Si vous vous découvrez à justifier votre malaise parce que personne ne m'appelle, personne ne me comprend, personne ne prend soin de moi, vous vous livrez volontairement à l'impuissance. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses romantiques ni pour des victimismes confortables. Le bien-être qui repose sur l'attitude des autres est une recette sûre pour la déception chronique. Personne ne va remplir vos vides comme vous en avez besoin. Personne ne va se battre pour vos batailles internes. Personne ne va prioriser votre tranquillité sur la sienne. C'est un travail solitaire. Et oui, c'est dur, mais c'est le seul chemin vers la véritable dignité dans la vieillesse. Arrêtez d'attendre des sauvetages émotionnels. L'homme fort ne dépend pas, il sélectionne. Il ne se traîne pas, il reste ferme. Et si un jour il décide d'ouvrir la porte à une autre personne, c'est parce que son bien-être est déjà construit, pas parce qu'il cherche à ce que l'autre le complète. Seul celui qui n'a pas besoin de compagnie peut la choisir sans se perdre. C'est la différence entre maturité et résignation. Alors, affrontez la réalité. Votre bien-être ne dépend pas des autres. Il dépend de la discipline quotidienne de protéger votre état mental et émotionnel comme l'actif le plus précieux, de ne pas hypothéquer votre tranquillité par peur de disparaître du radar des autres. Si vous ne le comprenez pas maintenant, vous allez le payer cher, avec des insomnies, avec des ressentiments, avec le goût amer d'avoir vécu à l'ombre des attentes externes.
Personne ne va vous sauver de cette condamnation sauf vous. Entraînez l'autodépendance comme un muscle. Ne négociez pas votre paix. Faites-en une habitude, faites-en un principe, faites-en votre ligne sacrée. Car dans la vieillesse, la véritable maîtrise est d'être le maître de votre propre bien-être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes